Doux, qui est fondateur de XOOD Project, Isabelle Bordry, Nicolas Bustamante et Serge Vatine. Vous pouvez les applaudir bien fort. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur un Startup Stage. Avant de vous présenter les participants, j'ai un petit sondage dans la salle. Qui a déjà lancé son entreprise? On a quelques start-upers, ils sont rares. OK. Et qui a envie de lancer son entreprise? Qui vraiment se pose la question? Donc on a une audience très captive. Génial. Pour vous présenter rapidement nos panélistes, Isabelle Bordry, vous êtes cofondatrice de Retency. Bonjour. Bonjour. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que Retency? Le pitch en 30 secondes. En 30 secondes. On s'est spécialisé depuis 3 ans dans le traitement de la donnée de géolocalisation, ce qui est un élément clé aujourd'hui en termes de marketing. Super, merci. Vous voyez, le pitch, il faut que ce soit très court, impactant et qu'en sortant, vous vous souveniez de ce que fait Retency. Serge Vatine, Bold Avocat, cofondateur. Bold, qu'est-ce que c'est? Bonjour François d'abord, bonjour. Bold Avocat, c'est un cabinet d'avocats spécialisé dans l'accompagnement et le conseil des startups et des entrepreneurs. Et c'est un cabinet qui existe depuis 10 ans maintenant et qui est en train de se transformer et d'atteindre l'objectif fixé. Merci Serge. Et puis, à côté de moi, Nicolas Bustamante, Doctrine.fr même, on est sur le digital. Bonjour Nicolas, qu'est-ce que c'est en 30 secondes? Bonjour François. Alors en 30 secondes, Doctrine, c'est Google pour les professionnels du droit. Donc c'est un moteur de recherche juridique. Alors tous les trois, vous avez votre start-up, vous côtoyez aussi des start-up. Première question, Isabelle Bordry de Retency. C'était quoi votre vie avant? Oh là là, moi je suis un peu une mamie du web, donc j'ai eu plusieurs vies avant. J'ai commencé dans un grand groupe que vous devez connaître qui s'appelle Hachette Philippe-Aki, où j'ai découvert énormément de métiers, le métier de l'édition, le métier de la publicité. Ensuite, en 96, Hachette Philippe-Aki commençait à lancer des sites sur Internet. C'était le premier éditeur à lancer des sites sur Internet. Donc c'était Paris Match en ligne, Télé 7 jours, etc. Donc là, j'ai découvert les débuts d'Internet. Et assez rapidement, j'ai été appelée par une petite société à l'époque qui s'appelait Yahoo, qui venait de démarrer aux États-Unis et qui cherchait à staffer son équipe européenne. Je les ai rejoints, j'y ai passé 10 ans. J'ai été la première commerciale, j'ai été ensuite directrice générale, j'ai eu un poste au niveau européen. J'ai quitté Yahoo en 2005 et ensuite j'ai passé 5 à 6 ans à investir dans des projets qui m'intéressaient, donc beaucoup de start-up. Sur certains, j'ai été opérationnelle ou pas, enfin j'accompagnais, je coachais. J'ai fait un petit peu de politique, je me suis présentée à une campagne des européennes en 2014. Et depuis donc la fin de cette campagne, fin 2014, début 2015, je me suis associée à des ingénieurs très pointus en électronique et en traitement de la donnée. Et on est aujourd'hui les seuls à avoir eu de la part de la CNIL une autorisation officielle pour traiter ces données de géolocalisation. Donc j'ai eu effectivement plusieurs vies, une vie d'investisseur, de business angel, une vie de chef d'entreprise et une vie dans un grand groupe. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut se lancer dans une start-up quand on a été salarié. C'est une question que peut-être certains d'entre vous, ceux qui veulent lancer leur boîte, se posent aujourd'hui. Serge Vatine, vous, avocat, j'imagine, à l'origine? Votre vie avant Bold? C'est la difficulté des avocats, c'est qu'en fait, on n'a pas plusieurs vies, ou plutôt plusieurs professions, mais par contre, on a plusieurs vies quand même, puisque moi, j'étais un avocat dans des cabinets d'affaires, des assez gros cabinets d'affaires, spécialisé dans l'économie traditionnelle, jusqu'au jour où, chanceux, je rencontre des 1, 2, 3, 4, 5, 10 start-up et 10 entrepreneurs et comprends qu'il existe un monde traditionnel, sympathique, et il existe le monde de l'innovation et des start-up et qui est juste exceptionnel. Nicolas Bustamante, vous êtes un peu plus jeune que nous.
Vous avez une vie avant Doctrine.fr ou c'est à la sortie de l'école que vous avez lancé Ouais. votre start-up? J'avais une courte vie parce que j'ai fondé Doctrine à 21 ans avec mes deux associés qui étaient juste un peu plus vieux que moi. Donc effectivement, là ça s'adresse plutôt aux étudiants parce que moi je sortais de mes études, j'ai fait des courtes études de droit et d'économie à Normal Sup. Et puis après j'ai fondé Doctrine il y a 2 ans, en 2016, avec aussi deux amis qui, pour l'un, finissait ses études à l'école polytechnique, finissait son cycle, et l'autre qui finissait sa thèse en informatique. On a fondé Doctrine en 2016 et bon voilà, c'est un peu ma deuxième vie, tout est allé très vite. Aujourd'hui on est une 50aine de personnes. C'est un peu symptomatique, même dans les grandes écoles, les gens veulent lancer leur start-up. Je continue un instant avec vous, Nicolas. Quel a été justement le déclic de se dire, allez hop, je lance ma boîte? Vu que c'est un peu le sujet, cap ou pas cap, quand est-ce que vous vous êtes dit, allez cap? Qu'est-ce qui a fait que? Bon, c'est compliqué de répondre parce qu'il n'y a pas un moment précis. En vérité, c'est une succession de petits moments. Vous commencez par organiser des événements, après vous lancez des projets qui échouent petit à petit, puis un jour vous en lancez un peu plus sérieux. Mais quand vous lancez ce projet, vous ne savez pas si vous allez échouer dans les 3 prochains mois, comme ce fut le cas dans les autres expériences, ou celui-ci va être le bon projet. En l'occurrence, pour Doctrine, bon, les 6 premiers mois ont été un peu chaotique, où j'étais avec mes 3 associés, mais très rapidement, la mayonnaise a pris et ça a grossi très vite. Et donc c'est peut-être à ce moment-là où vous dites, bon bah là, pour le coup, c'est une entreprise, c'est dans une dynamique pérenne qui va s'inscrire dans la durée. Isabelle, vous le déclic, vous nous avez parlé justement de ces différentes expériences. Il y a eu la politique et puis c'est là que vous vous êtes dit, hop, allez, c'est le moment. Oui, je pense que ça répond à, c'est ce que tu expliquais très bien, il y a un espace aussi de liberté, c'est-à-dire que on veut être son propre patron, est un élément, je pense, important dans la démarche. Il y a aussi cette notion de vouloir un petit peu changer le monde, c'est-à-dire tout d'un coup, on a une idée, on veut aller jusqu'au bout de cette idée, et donc il y a un déclic qui se fait, on se dit, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, donc j'y vais. Il y a un élément important aussi que tu citais, c'est une dynamique de groupe. Je pense que c'est très difficile, voire impossible, d'être un entrepreneur tout seul. C'est très important d'échanger, de brainstormer, de s'associer, mais c'est aussi très difficile de trouver les bons associés. Parce que ça peut être parfois très facile, dans une dynamique positive, dans des brainstorming, etc., de s'entendre, de créer des liens, et à partir du moment où on se retrouve face à la première difficulté, qui en général ne tarde pas à arriver, là on s'aperçoit qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Concrètement, alors Nicolas nous a parlé de ses copains de l'X, le Thésard, enfin voilà. C'est un habitus bourdivin un peu spécifique. Vous, Isabelle, qui aviez une longue carrière avant dans les grands groupes, où est-ce que vous avez trouvé vos associés pour Retency? Moi, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que je me suis associée avec des personnes que je connaissais professionnellement et avec qui je me suis rendu compte qu'on avait effectivement les mêmes visions, mais pas du tout les mêmes méthodes de travail. Et donc, quand vous vous retrouvez dans un bureau l'une en face de l'autre et que vous ne travaillez pas de la même manière, ça peut créer des tensions. Et puis, par ailleurs, on fait des très belles rencontres aussi. Donc, et c'est avec des gens avec qui vous ne pensiez peut-être pas forcément au départ travailler que vous vous retrouvez associés. Serge, vos associés, vous les avez trouvés où? Comment? S'associer, c'est, je pense, le grand sujet. Je vous rejoins absolument, Nicolas et Isabelle. C'est un point fondamental. Entreprendre est une magnifique chose. Monter sa start-up passe par constituer une équipe. J'allais dire que monter un cabinet de start-up passe aussi par monter une équipe. Et le conseil que je pourrais donner, si je peux me permettre, c'est de poser très rapidement la vision que vous avez. Ça vous évitera d'avoir quelques difficultés avec vos associés, parce qu'il arrive d'avoir les mêmes objectifs, hein, mais lorsque l'on pose la vision et la philosophie, on se rend compte que finalement, ce n'est pas aligné. Et si ce n'est pas aligné, ça peut créer des difficultés. Et donc, je peux en parler. Les cabinets d'avocats connaissent quelques désalignements parfois pour des problématiques de vision, et les startups également fortement. Ne pas hésiter à s'interroger sur la vision que l'on a avec ses associés. J'avais mon prof d'entrepreneurship à HEC, Michel Safar, qui disait, dans l'équipe, il y a 3 conseils pour valider le choix d'un associé. Le premier, c'est de lire le même bouquin d'entrepreneurship pour justement aligner la vision, pour en discuter.
Le deuxième sujet, c'est de faire un dîner avec les conjoints. Toujours avoir le regard du conjoint sur votre associé potentiel. Et puis le troisième conseil, c'était est-ce que je passerai vraiment 6 heures dans un aéroport avec mon associé, sachant que le vol est annulé? Et est-ce que je lui parle encore à la fin des 6 heures? Est-ce qu'on s'emmerde pas trop? Est-ce qu'on fait le tour de l'aéroport? Voilà, pour jauger un petit peu les associés. J'ai une autre question pour vous, plutôt pour tous les deux d'ailleurs. Quand on décide de se lancer entrepreneur, économiquement, c'est pas toujours évident. Parce que, alors en France, on a quand même la chance d'avoir Pôle emploi, le plus grand incubateur d'Europe, peut-être. Mais Isabelle, est-ce que vous étiez préparée comment vous êtes-vous préparée justement à ce saut un petit peu dans l'inconnu, en se disant, bon, bah, parfois on peut quitter un job salarié, comment ça se passe? Bon, moi, j'étais très privilégiée parce que j'ai passé 10 ans chez Yahoo où j'ai gagné mon indépendance financière. Donc j'étais très privilégiée. Je pense qu'il faut effectivement, il y a un point clé, c'est de savoir s'arrêter si ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je vois beaucoup autour de moi, enfin je vois certaines équipes autour de moi qui ont une idée, s'arc-boutent sur une idée en disant on va absolument y arriver. Et qui peuvent avoir en parallèle des problèmes financiers. La société ne génère pas suffisamment de chiffre d'affaires, elle n'est pas encore suffisamment à même de pouvoir payer un salaire correct aux fondateurs et aux équipes. Et donc s'il y a une notion là-dessus, c'est de se dire il faut à un moment donné savoir s'arrêter si on n'a pas trouvé le pivot qui va vous permettre tout d'un coup de générer du chiffre d'affaires. Il ne faut pas s'entêter, ce qui peut être parfois le cas d'entrepreneurs qui se disent mon idée est absolument géniale, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas acceptée par tous. Voilà, il faut savoir être aussi raisonnable et donc soit être capable de faire évoluer son idée, la transformer ou simplement de s'arrêter. Et en Europe et notamment en France, le fait de s'arrêter est parfois perçu comme un échec. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays anglo-saxons ou beaucoup moins le cas dans les pays anglo-saxons. Et je pense qu'il faut faire évoluer les mentalités. Ce n'est pas parce qu'on s'est trompé sur un projet, qu'on n'a pas réussi à transformer un projet et à en faire un Google, qu'on est incapable de faire quoi que ce soit dans sa vie. Et donc il faut, être capable d'isoler le moment où il faut dire stop, où on change, pour éviter de se mettre dans les difficultés financières, et accepter l'échec comme quelque chose de positif. Aux États-Unis, il y a une conférence qui s'appelle la FailCon Conference, justement, pour pas célébrer l'échec, mais qu'est-ce qu'on en retire. Il y a même des fonds d'investissement qui font plus confiance aux entrepreneurs qui ont déjà planté leur boîte. Ça veut dire qu'a priori, ils ne vont pas commettre une nouvelle fois les erreurs. Si on se plante, Serge, c'est vous qu'on appelle? C'est l'avocat? Moi, je préférais qu'on m'appelle avant de se planter et pour tenter d'aider... ou plutôt de pouvoir faire le constat, de savoir si oui ou non il faut continuer, mais je suis vraiment d'accord avec Isabelle, c'est avoir le recul suffisant pour comprendre que le monde ne va pas s'écrouler parce que l'idée initiale que l'on a pu avoir fail est une vraie preuve de maturité, et c'est important en fait de réussir à pouvoir faire ce constat. Maintenant, oui, on appelle des cabinets d'avocats quand ça fail. Voilà, on est plutôt, nous, un cabinet qui accompagne la croissance et qui accompagne qui aide à structurer et financer les startups. Bien sûr, on va y revenir. Nicolas, sur ce sujet. Oui, alors, juste un petit mot pour dire peut-être qu'aujourd'hui, lancer une entreprise, ça ne coûte pas énormément d'argent. Si je prends l'exemple de Doctrine, ça a été lancé, donc nous étions 3. Le capital social de Doctrine, à la base, c'était 5 000 euros. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaut à peu près 50 millions d'euros. Mais pour tout ce qui coûtait cher auparavant et qui était une vraie barrière à l'entrée, à l'instar des serveurs, de tout ça, aujourd'hui, le coût est réduit à zéro. Et vous avez ici, présent à Vivatech, tous les cloud providers comme AWS, Google, sans faire leur pub. Mais eux, ils vont vous donner 150 000 euros de frais de serveurs gratuits pour commencer. Donc, ça veut dire que les frais de serveur, c'est gratuit. Et aujourd'hui, avec un ordinateur et une connexion Internet, vous pouvez commencer à bâtir un produit, créer de la valeur, avoir des premiers clients. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait sur les 7 premiers mois avant de lever des fonds. Et en fait, la barrière à l'entrée est tellement basse et aujourd'hui, c'est tellement simple de se faire financer. C'est pour ça qu'on voit émerger énormément d'entrepreneurs qui sont plus jeunes ou tout simplement une quantité astronomique de start-up.
Ce qui est compliqué après, c'est de transformer l'essai. Il y a quand même 9 startups sur 10 qui éclatent au bout de 3 ou 5 ans, je ne sais plus. Mais enfin bon, le taux de survie, même en France, certes, Startup Nation, mais bon, le tour B, le tour C, ça devient plus compliqué de grossir. C'est pas grave s'il y a des gens qui arrêtent leur projet parce qu'ils vont L'important, en c'est que faire un l'écosystème soit là. ensuite. C'est une expérience formidable. C'est absolument pas grave. Il faut l'accepter comme tel. Je voulais vous questionner tous les trois sur la peur de l'échec, parce que justement, cap ou pas cap, c'est ça aussi, surmonter les espoirs plus grands que la peur de l'échec. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Sur la peur de l'échec, moi j'avais monté mon cabinet traditionnel, et donc on vivait bien, c'était sympathique, on gagnait de l'argent. Et puis un jour j'ai rencontré ces entrepreneurs. C'était il y a bien longtemps. On avait travaillé sur le camping, qui était un des premiers accélérateurs en France ou à Paris. Et au camping, donc je découvre ces entrepreneurs qui n'ont rien, pas d'argent, mais qui ont des idées exceptionnelles et qui veulent monter quelque chose. Et très honnêtement, j'ai eu la chance de vivre 6 mois, 7 mois avec eux et ne pas les lâcher quasiment jour et nuit. Je crois que la peur de l'échec est tombée en fréquentant en fait les entrepreneurs. J'ai été formaté et je suis assez vieux, donc j'ai pas loin de 50 ans maintenant. Et j'ai été formaté pour avoir peur de l'échec justement. Et le contact des entrepreneurs et du monde de l'innovation fait que je ne crois plus vraiment à cette problématique. Juste je vais lire les questions de la salle en particulier et comme ça Isabelle vous allez répondre. Suite à votre travail, plusieurs équipes, quels conseils donneriez-vous aux startups qui se lancent, des erreurs à éviter? Je voulais juste répondre aux 2 questions en même temps. Donc les erreurs à éviter, on l'évoquait tout à l'heure, il ne faut pas se tromper sur ses associés. Ça c'est effectivement un premier point. On l'a dit tout à l'heure, on s'emballe très vite, on ne fait pas forcément passer d'entretien comme un entretien d'embauche à ses associés parce qu'on part tout de suite sur une vision très dynamique, etc. Mais donc il faut passer du temps à mieux se connaître, c'était ce qui a été évoqué. Ensuite, il faut accepter et prendre du recul pour faire évoluer ses idées si on voit qu'effectivement ça prend du temps à démarrer. Et puis, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Mais en fait, l'échec, c'est un peu le regard des autres. C'est l'autre où vous avez peur que l'autre estime que tout d'un coup, vous avez échoué. Donc si vous êtes dans une dynamique optimisme, c'est de dire effectivement, là, je me suis trompé. Mais je me suis trompé pour des bonnes raisons que j'arrive à analyser. C'est plus vraiment un échec, c'est une expérience qui n'a pas eu exactement l'aboutissement que vous souhaitez, mais ce n'est qu'une expérience supplémentaire. Et donc... voilà, l'échec, c'est plus le regard des autres et c'est à soi de transformer ce regard en apportant des choses positives. Il y a des moments très difficiles, je ne veux pas être complètement naïve, etc. Des moments très difficiles quand vous avez des problématiques d'argent, quand vous avez des clients qui tout d'un coup claquent la porte du jour au lendemain. Donc il faut pouvoir trouver la ressource pour aller de l'avant. Mais vous trouverez cette ressource en ayant justement un esprit très positif. Et en se disant que ce n'est qu'un moment difficile à passer et que de toute manière, vous allez y arriver. Donc la confiance en soi est un élément clé. Nicolas, double question, donc non pas sur l'échec, mais alors il y a quand Doctrine a commencé à être profitable et aussi, je prenais l'autre question, un conseil pour augmenter le taux de survie de ma start-up, les bonnes recettes de Doctrine. Oui. Alors sur le premier point, sur la profitabilité de Doctrine, bon, il faut savoir qu'une start-up, a priori, ne vise pas la profitabilité. En fait, une start-up vise la croissance exponentielle de son chiffre d'affaires. Il y a un célèbre article qui s'appelle « Startup Equal Growth ». Et si vous n'êtes plus en croissance, en fait, la boîte s'effondre, les talents partent, ils vont chez Facebook, Google. Donc ce que vous voulez, c'est maintenir le rythme de croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 18 à 20% de croissance par mois. Ceci étant dit, vous pouvez faire 2 choses. Ce que font la plupart des startups, c'est une croissance qui n'est pas rentable. C'est je mets 1 euro et je récupère 0,5 centimes. Donc ça devient problématique. La plupart des startups font ça en se disant qu'à un moment donné, ils vont atteindre un plateau sur le marché et ils vont devenir rentables. On le voit avec les cas comme Uber. Bon, parfois, ça se passe mal et la boîte s'effondre. Nous, la vision de Doctrine, c'est d'avoir une hypercroissance, mais une hypercroissance saine, c'est-à-dire qu'on a bâti notre modèle financier pour, par exemple, obtenir des paiements upfront, donc les clients qui nous payent l'année, mais à partir du premier mois. Tout ça pour avoir énormément de cash-in et pour être en positif ou perdre très très peu d'argent tous les mois.
ça, c'est pour deux raisons. Un, surinvestir dans le produit, etc., avoir des capacités d'investissement massives. Et deux, parce que nous pensons que le marché de l'investissement va se retourner dans les 18 prochains mois, un peu comme l'expliquait Paul Morlet à la table ronde précédente. C'est-à-dire qu'il va y avoir on va dire une crise, le marché va se rééquilibrer, les boîtes ne pourront plus se faire financer pendant 1 ou 2 ans parce que les fonds d'investissement seront devenus un peu frileux. Et dans quel cas, il faut avoir énormément de trésorerie pour déployer cette trésorerie pendant la crise et prospérer. Donc ça, c'est en 2 mots notre stratégie financière. Il y a un élément clé, quelle que soit la position cash et la rentabilité de la société, c'est l'engagement des clients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sentez que vous avez un produit qui répond à un besoin, qui transforme la vie des gens, qui transforme la vie des sociétés avec lesquelles vous travaillez, et que vous sentez que vous devenez essentiel pour vos clients. Alors là, effectivement, investir, mettre de l'argent supplémentaire sur l'équipe commerciale, sur l'équipe produit est un élément clé, même si vous continuez à perdre un petit peu d'argent. Donc c'est ce moment-là, cette situation-là qu'il faut arriver à identifier. Est-ce que mon produit change effectivement la vie de mes clients? Est-ce que les services que je déploie changent effectivement la vie de mes clients? Et si oui, effectivement, ça vaut le coup d'investir et ça vaut le coup de continuer. Alors, je regarde Maître, un petit peu les autres questions. Justement, Maître Vatine, quel est le regard de Bold d'avocat sur l'impulsion des legal tech permettant notamment d'accompagner la création et la vie sociale d'une start-up? C'est une excellente question. D'abord, nous, on accompagne pas mal de legal tech et on considère que c'est véritablement l'avenir du monde, en tous les cas du droit et de la profession d'avocat. La profession d'avocat est une vieille profession très encroûtée et qui n'attend qu'une chose, c'est d'être disruptée. Et disruptée par des doctrines, disruptée par d'autres legal tech. Honnêtement, Bold les accueille et en tous les cas les aide. Juste à titre de précision et un petit clin d'œil pour Bold qui s'appelait 1134 à l'époque, on a quand même été les premiers avocats à mettre en open source l'intégralité de notre base d'actes juridiques en considérant que les actes juridiques n'ont pas de valeur et donc ils étaient téléchargeables gratuitement sur une plateforme, ce qui était déjà, sans faire une legal tech, une certaine révolution chez les avocats. Deux questions pour terminer. La première, est-ce que c'est bien ou pas d'aller dans un incubateur ou après dans un accélérateur pour se faire accompagner? Oui, moi je pense que c'est important au début quand on commence, surtout quand c'est son premier job ou son deuxième job, parce que ça met toute l'équipe dans une dynamique très positive, ça permet les échanges, ça évite d'investir dans des locaux, parce qu'en général les locaux c'est compliqué, c'est des bails de 3, 6, 9 ans, enfin voilà. Donc c'est totalement antinomique par rapport au cycle de vie d'une start-up. Donc tout ce qui permet flexibilité et rencontre est absolument positif et ça en fait partie. Oui, je suis tout à fait d'accord. La nécessité d'être incubé au départ. Nous, on a été accompagnés par un incubateur / accélérateur qui s'appelle The Family, qui nous a effectivement aidés pour les locaux, aussi pour la partie levée de fonds. C'est très bien pour la partie seed, amorçage. Après, quand vous commencez à être, comme nous, une cinquantaine de personnes, c'est vrai qu'ils ont plus de difficultés à nous aider alors ils nous aident sur des points clés, mais au final, c'est plus la structuration de l'équipe et de l'organisation qui va faire que vous allez réussir ou pas. Une dernière question, quand on est start-upper, on se pose aussi la question de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est un peu un full-time job d'être entrepreneur. Vous avez un avis là-dessus? Comment vous êtes-vous organisé? En fait, je pense qu'on est entrepreneur chevillé au corps lorsque l'on est passionné par ce que l'on fait. Et lorsque vous êtes passionné par ce que vous faites, vous y pensez 24 heures sur 24. Donc il faut le savoir. Je pense qu'il faut vivre avec l'entrepreneuriat. Voilà, c'est justement ce qui une des grandes différenciations par rapport à être salarié. C'est-à-dire qu'à 18h, 19h, lorsque vous rentrez chez vous, vous êtes toujours entrepreneur. Mais c'est aussi ce qui en fait quelque chose de passionnant. Donc vous Serge, on peut pas même vivre avec un entrepreneur, comme ça on est un couple d'entrepreneurs et voilà, on a le même rythme de fou. Oui, François, on peut vivre avec un entrepreneur et effectivement,
on est entrepreneur, je pense, de la première à la dernière minute. En tous les cas, c'est ce que je vois. Je suis une sorte d'entrepreneur, mais vivant avec les startups, c'est ce que je vois. Ils sont entrepreneurs de la première à la dernière minute. Nicolas? Bon, pour ma part, avec mes associés, c'est vrai que nous ne faisons pas de scission entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Faites un C'est ménage à 3. Non, non, on ne vit pas ensemble. Néanmoins, on passe énormément. Enfin, c'est non-stop. C'est-à-dire qu'ils peuvent me contacter à n'importe quelle heure. On est toujours en train de parler des sujets du moment. Donc, il n'y a aucune scission. Par contre, ce que ça impose, c'est une hygiène de vie qui est extrêmement stricte. C'est-à-dire que c'est un peu. C'est le b.a.-ba, mais vous ne pouvez pas vous coucher tard, vous ne pouvez pas mal manger. Et comme c'est samedi, dimanche, 100% de votre temps, vous devez avoir un rythme de sportif de haut niveau. Isabelle, Serge, Nicolas, merci beaucoup. On reste dans les parages si vous voulez Merci échanger beaucoup. avec nous. Merci à